Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait 3 époques dans la vie et l'œuvre de Donoso Cortés. Et nous avions vu la dernière fois celle du libéral modéré, 1832 à 1836. Aujourd'hui, nous allons voir celle du conservateur libéral, 1837-1847. Nous ne pourrons pas terminer cette fois-ci, mais nous le ferons la prochaine fois. Donc, nous abordons cette deuxième étape de sa vie, le conservateur libéral. En 1837, un nouveau projet de constitution est débattu au Cortés. Et à cette occasion, Donoso rédige une brochure, Principes constitutionnels appliqués au projet de loi fondamentale présenté au Cortés par la commission nommée à cet effet. Et là, on voit une première évolution dans la pensée de Donoso Cortés. Sa conception du rôle de la monarchie devient plus conservatrice. Ce n'est pas encore parfait, vous allez le voir, mais ça devient plus conservateur. L'accent est mis sur la famille royale, dépositaire de l'intelligence sociale léguée par les siècles, et sur le caractère sacré de l'institution monarchique. Le pouvoir du roi est, dit-il, un et indivisible, et ses sujets ne sont pas souverains. Donoso s'oppose à tout projet de constitution qui retirerait du pouvoir au monarque et instaurerait une souveraineté, une co-souveraineté entre le roi et les Cortés. À cette époque, le général Espartero, libéral progressiste, vainqueur de la guerre civile contre les carlistes, occupe alors une position prépondérante. En 1840, la pression qu'il exerce sur la reine-mère Marie-Christine, cette pression est telle que celle-ci se voit contrainte à l'exil. Espartero en profite pour se faire élire régent par les Cortés, et dans l'opposition, Donoso va poursuivre son activité politico-littéraire et philosophico-historique. Il multiplie les articles dans la presse et en 1838, il publie presque simultanément 2 ouvrages, L'Espagne depuis 1834 et De la monarchie absolue en Espagne. Alors voilà ce qu'il écrit sur la monarchie absolue. La monarchie absolue n'a pas dû disparaître et n'a pas disparu parce qu'elle est une forme de gouvernement également condamnée par la raison dans toutes les périodes de l'histoire, mais parce que appropriée à la société d'hier, elle ne l'est plus à celle d'aujourd'hui. Parce qu'elle ne peut convenir à toutes les sociétés, la monarchie constitutionnelle a dû être et est son héritière. Non parce qu'elle est le dernier stade de l'entendement humain, mais parce qu'elle est la forme la plus appropriée qui convient le mieux à la société dans laquelle nous vivons et au degré de civilisation que les peuples ont atteint. Alors, peu importe les formes politiques concrètes, ce qui compte aux yeux de Donoso, c'est de conserver les bons principes qui permettent aux sociétés de se constituer, de se perpétuer.
la religion, la démocratie, la monarchie, avec une aristocratie puissante. Et là, on voit que pour la première fois, il va défendre expressément la religion catholique. Alors, à la recherche d'un fondement solide pour la monarchie libérale constitutionnelle, puisqu'il en est encore là, il semble avoir perdu la foi absolue en la raison. La foi absolue dans la suprématie de l'intelligence. Au nom de la raison, en effet, il avait entonné un hymne à la Révolution française. Et là, elle n'est plus pour lui ce qu'il appelle, elle n'est plus pour lui que l'ultime égarement de la raison. L'excès, disait Francisco de Quevedo, 2 siècles avant lui, l'excès est le venin de la raison. Donc il s'écarte peu à peu du libéralisme au profit du conservatisme. Déjà, Donoso montre une étonnante connaissance de la situation des peuples d'Europe et de leur gouvernement, et un intérêt particulier pour les questions qui relèvent aujourd'hui de la géopolitique. Il écrit à propos de la France: la politique du gouvernement français, par-delà les époques historiques, a toujours été d'intervenir comme acteur dans les questions espagnoles. Elle fut souvent notre ennemi, d'autres fois notre allié, mais à ce jour, elle n'a jamais été un spectateur indifférent de nos gloires ou de nos désastres, de nos guerres ou de nos discordes civils. Donc, honnête, Donoso confie à ses lecteurs: la dot qui me rend fier est un amour profond pour mon pays, et la faiblesse que j'avoue est une inclination irrésistible, instinctive pour la France. En automne 1838, il publie une série d'articles de vulgarisation sur l'œuvre de Jean-Baptiste Vico, qui va être l'une de ses sources d'inspiration. Il cherche à éveiller l'intérêt du public hispanique pour les grands principes de la philosophie de l'histoire du penseur italien qu'est Vico. Ses considérations sur le christianisme, en 3 brefs articles, vont constituer une autre étape dans l'évolution de sa pensée. Pour la première fois, il y affirme que, je cite, « le christianisme est la vérité et toute la vérité », et qu'il est, ce christianisme, je le cite, « la plus haute de toutes les philosophies ». Alors, le Donoso des années 1847-1853, qui verra dans le seul christianisme la solution des problèmes politiques et sociaux, est nettement en germe. Au début de 1839, la question d'Orient lui donne l'occasion de montrer publiquement sa profonde connaissance des problèmes de politique internationale. Et sur 10 articles, ces 10 articles de fond vont laisser entrevoir le futur spécialiste des relations étrangères. Il y expose ses conceptions sur les rapports de force entre États, sur les rivalités de pouvoir entre territoires, populations, gouvernements. Je le cite: « Partout où il y a réunion d'hommes, de familles, de tribus, de peuples, il y a nécessairement un ordre hiérarchique, sans lequel les associations humaines ne peuvent exister. Cela étant, dès que plusieurs peuples cherchent à se réunir pour former une des grandes divisions du globe, ils ne peuvent se constituer en cette sorte d'association sans que l'un de ces peuples prévale sur les autres, c'est-à-dire soit souverain. Enfin, dès que les différents peuples qui habitent les différentes zones de la Terre
cherchent à se réunir pour former la grande association humaine, terme de toutes ces associations progressives, ils ne peuvent se constituer en cette sorte d'association sans que l'une de ces zones s'assoie sur le trône du monde. Il y a certaines époques dans l'histoire où la souveraineté se décide sur les champs de bataille, par la guerre entre les armées. Il y a une autre époque où la souveraineté appartient au peuple le plus civilisé. Alors la question se décide par la guerre entre les différentes civilisations du monde. Et puis il y a une troisième époque, enfin, où la souveraineté appartient au peuple le plus industrieux. Alors, la question de la souveraineté se décide par la guerre entre les diverses industries rivales. En 1840, la confrontation est totale entre le général Espartero, chef des libéraux progressistes, et les partisans modérés de la reine-mère Marie-Christine. Donoso Cortés se rapproche du cercle des conseillers intimes de la couronne et, prétextant des problèmes de santé, il va solliciter l'autorisation de se rendre en France le 27 juillet. Et dès cette époque, il est probable qu'il ait connaissance de l'intention de la reine-mère de s'exiler. En effet, Marie-Christine quitte l'Espagne à partir de Valence en direction de Marseille le 17 octobre 1840. Et Donoso se rend immédiatement à Marseille pour recevoir la reine-mère. Le manifeste à la nation espagnole, dans lequel la reine explique les raisons de son exil et revendique le droit d'exercer la tutelle de sa fille, ce manifeste naît de la plume de Donoso. Il devient une véritable éminence grise et joue alors un rôle capital lors du séjour forcé de la reine-mère à Paris, c'est-à-dire 1840-1843. Il fait partie du conseil de tutelle des deux infantes, Isabelle et Louise Fernande. Ami fidèle et dévoué de Marie-Christine, il reste néanmoins un esprit libre et indépendant. « Ne vous étonnez pas, lui écrit-il, que je vous parle ici de vos devoirs, parce que je fais partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de droit absolu sur la terre, que les insensés qui les réclament pour eux, qu'ils soient princes, assemblées délibérantes ou peuples, prononcent un blasphème contre Dieu et commettent un délit contre les hommes, que tout droit non limité par un devoir s'appelle tyrannie, comme tout devoir qui n'est pas accompagné d'un droit s'appelle servitude. Alors, lorsque le gouvernement refuse la solution de la tutelle proposée par la reine-mère, Donoso se voit la délicate mission de négocier avec le président du Conseil, le général Espartero. Mais la mission se révèle vite impossible et devant la volonté inébranlable du gouvernement qui souhaite conserver la haute main sur la formation des infantes et qui a par ailleurs l'appui des Cortés, la reine-mère et son conseiller doivent s'incliner. Secrétaire personnel de Marie-Christine, à Paris, Donoso participe à ces efforts pour faire tomber le gouvernement de Madrid. Il est alors le théoricien du conservatisme libéral et il est loyal et fiable en qui la reine-mère a toute confiance. Alors il va rencontrer régulièrement les doctrinaires libéraux, plus connus, Guizot, Royer-Collard, c'était un autre Collard, le catholique libéral Montalembert,
ou les traditionalistes Mestre et Bonald. Et de juillet à octobre 42, Donoso publie une douzaine de lettres de Paris dans le journal madrilène El Heraldo. Et il informe ses compatriotes de manière brève et journalistique sur tout ce qui se passe et ce qui se dit à l'étranger. Et deux de ces lettres sont particulièrement intéressantes en raison des critiques et des indignations qu'elles suscitent encore. Et Donoso y aborde la délicate question de la philosophie de la guerre. C'est intéressant d'avoir une notion juste de la guerre. Alors, je cite un peu longuement, mais l'article est très intéressant. La guerre, dit-il, est le phénomène le plus général qui existe. On connaît ça. Hein. Parce que c'est un phénomène de tous les âges, de toutes les régions. Elle est un fait humain, nécessaire, éternel. C'est un fait divin. Si la guerre est un fait divin, c'est un fait bon, parce que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, mais un effet du libre arbitre de l'homme. La guerre, œuvre de Dieu, est bonne, comme le sont ses œuvres. Mais une guerre peut être désastreuse et injuste, parce qu'elle est l'œuvre du libre arbitre de l'homme. Je comprends et j'applaudis ceux qui condamnent une guerre particulière que l'intérêt public ne justifie pas. Mais je n'ai jamais pu comprendre ceux qui anathématisent la guerre. Il ne faut pas hésiter un seul instant à le dire. La guerre est une énigme pour l'humanité, comme le sont tous les faits providentiels. La guerre et la conquête ont toujours été les instruments de la civilisation dans le monde. Parfois, c'est le peuple civilisé qui s'est proposé d'appeler à la vie de la civilisation les peuples soumis à la barbarie. D'autres fois, lorsque le peuple civilisé s'est livré à un coupable repos, les peuples barbares l'ont tiré de son sommeil et se sont jetés sur lui, les armes à la main, pour réclamer leur part dans le commun héritage, pour apaiser à la source des eaux vives la soif de civilisation qui les dévore sans qu'ils le sachent. Alors, pour Donoso, paradoxalement, la guerre ne répand pas le matérialisme, mais l'idéalisme. Elle n'endurcit pas les cœurs, mais elle les purifie. Elle ne rend pas les hommes plus féroces et plus durs, mais elle calme et adoucit les mœurs. Alors, à l'évidence, n'ayant pas vraiment étudié Saint-Augustin, ne connaissant pas le concept de guerre juste développé notamment par Victoria, Suarez et l'école de Salamanque, mais conscient de ses limites en matière théologique et de la gravité de ses affirmations, il conclut quand même prudemment qu'il soit bien entendu dès maintenant qu'en me hasardant sur un terrain aussi dangereux, je n'ai d'autre intention que de présenter sur cette énigme effrayante d'humbles et modestes conjectures, et que je les rétracte d'avance si elles ne sont pas conformes en tout point avec ce que nous ordonne de croire notre sainte religion, aux yeux des hommes les plus entendus dans ses dogmes. Je ne serai pas celui qui se rebelle contre l'unique autorité que je respecte et à laquelle je me soumets en ce monde, depuis que, en philosophant, pour occuper mes loisirs et suspendre mes ennuis, j'ai appris à faire peu de cas de tous les philosophes et de toutes les philosophies. Donc, chaque époque a tendance à ne retenir du passé que ce qui peut la refléter ou la justifier. Mais on demeure cependant néanmoins confondu de voir à quel point, en plein XIXe siècle, un intellectuel espagnol, par ailleurs bien informé
sur les différents mouvements philosophico-politiques européens, pouvait ignorer le courant essentiel de l'histoire de son propre pays, notamment à travers Vittoria, Suarez, Bellarmin, Soto et Azpilicueta et leurs disciples, qui avaient pris en effet une part considérable dans l'élaboration des conceptions théologiques, politiques, juridiques et économiques du siècle d'or. Il en était ainsi de la théorie de l'État, de sa justification par sa finalité, le bien commun, du fondement et de la pratique du pouvoir, des principes régissant les rapports entre États, de la création du droit des gens, le ius gentium, du règlement des différends internationaux, des conditions relatives au déclenchement et à la conduite de la guerre, de la réglementation de la paix ou du problème de la domination coloniale, mais aussi des théories modernes de la monnaie, de la valeur, des prix, des salaires, du profit, de l'intérêt. Donc, oubliés de presque tous pendant plus d'un siècle, ces auteurs ne devaient être revisités en Europe et reconnus comme des fondateurs du droit international public et des précurseurs de la science économique moderne qu'à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle. Donc la redécouverte des auteurs de l'école de Salamanque ou de la scolastique hispanique fut d'abord le fait d'historiens et de juristes spécialistes du droit international. Alors parmi eux, on cite les noms de James Mackintosh en 1816, Wheaton en 1846, Georgi en 1876, Nice en 1894. Tous ces auteurs, vous les connaissez à la perfection. Dès le XIXe siècle, ils vont souligner l'influence de Francisco Victoria, qui est beaucoup plus connu, sur les œuvres des juristes protestants Grotius et Pufendorf, lesquels passaient alors pour les précurseurs du droit international public moderne. Mais c'est surtout au début du XXe siècle qu'une pléiade d'auteurs, j'en cite quelques-uns, Barthélemy en 1904, Van der Pol en 1925, Hubert Beuve-Méry en 1928, Jean Baumel en 1936 et James Brown Scott en 1934, ils vont assurer définitivement la réputation de Francisco de Vitoria et de l'école de Salamanque. Donc à partir de 1930, des économistes vont revisiter à leur tour la scolastique hispanique. Et là, il faut citer les travaux de Hutchinson, Schumpeter, Raymond Rouver, Schaffwen et Rothbard, 1954, 1956, 1995. Ces économistes, aux convictions libérales ou libertariennes, sont convaincus qu'il y a de profondes affinités entre la pensée économique de l'école autrichienne et celle de l'école de Salamanque et celle de Fribourg, l'ordolibéralisme, la troisième voie, ou l'économie sociale de marché de Walter Eucken, Armack et Robke. Dans le droit de la guerre, l'apport hispanique fut fondamental. Alors, saint Augustin avait fixé pour les siècles la pensée de l'Église sur ce point. Il admettait la légitimité de la guerre à condition qu'elle soit déclarée par l'autorité compétente pour une juste raison, à savoir défendre ou sanctionner une injustice, et en vue de restaurer la paix ou d'assurer le bien commun.
Saint Thomas d'Aquin, lui, avait développé par la suite sa théorie de la guerre juste en s'appuyant sur saint Augustin. Mais celle-ci ne prit sa vraie dimension qu'à partir du droit de la guerre du dominicain Francisco de Vitoria, 1539. Vitoria étudie les titres légitimes et illégitimes de la domination et de l'intervention de l'Espagne en Amérique dans deux de ses relectures, des Indis Prior et des Iure Belli ou des Indis Posterior, 1539. Alors, selon lui, sont illégitimes les prétendus pouvoirs de l'empereur ou du pape sur le monde, c'est très actuel, et le droit de la découverte. La violation de la loi naturelle par les indigènes, anthropophagie, sacrifice humain, inceste, homosexualité, l'acceptation de la domination étrangère par une partie minoritaire des gouvernants et des gouvernés, et la prétendue donation spéciale de Dieu. Sont en revanche des titres légitimes, le droit des gens, le droit de communication naturelle, le droit de prêcher et d'annoncer librement l'Évangile, la tyrannie des gouvernants indigènes, l'alliance et l'appel à l'aide de peuples amis, et l'incapacité provisoire des indigènes à s'administrer seuls, bien qu'ils considèrent ce titre discutable. Alors Vitoria, dans sa théorie de la guerre juste, énonce des principes qui peuvent être résumés en 3 points. Premièrement, il ne faut pas chercher des occasions et des causes de guerre, mais vivre en paix avec tous les hommes, le rejet de l'Évangile n'étant pas une raison de guerre juste. Deuxième point, il faut faire la guerre non pour la perte de l'ennemi, mais pour la défense de la patrie et pour que la paix puisse en résulter. Et troisième point, il faut une juste proportion entre la violation du droit et les maux engendrés par la guerre, et profiter de la victoire avec mesure et modération. Alors, la redécouverte de l'école scolastique par Donoso fut tardive. Elle se fit vraisemblablement à la lecture d'un auteur assez connu, Jaime Balmes, dans les années 1840. Et à partir de là, Donoso cite expressément saint Paul, « Non est potestas nisi adeo ». Il n'y a de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Et il ne peut plus ignorer l'axiome fondamental de la théologie scolastique énoncé dans le Defensor Fidei de Suarez en 1613. Aucun roi, aucun monarque n'a ou n'a eu, selon la loi ordinaire, le principat politique immédiatement de Dieu ou par l'acte d'une institution divine, mais moyennant la volonté ou l'institution humaine. Alors, fidèle à la doctrine de l'Église, le néo-thomiste Jaime Balmes précise d'ailleurs 1 siècle et demi plus tard, l'Église enseigne l'obligation d'obéir aux puissances légitimes et ajoute que le pouvoir qui est exercé par ces puissances émane de Dieu. Cette doctrine convient aussi bien aux monarchies absolues qu'aux républiques et ne préjuge rien ni sur les formes de gouvernement, ni sur les titres particuliers de légitimité. Et la même doctrine sera énoncée par Léon XIII dans Immortalite Dei,
par tous les auteurs scolastiques. Le droit naturel se nourrit donc de la loi éternelle. Il ne peut entrer en contradiction avec elle. Mais si le pouvoir public est d'origine divine, il n'a pas été conféré directement par un acte de Dieu à une personne déterminée, comme vont l'affirmer les théoriciens de l'absolutisme. Et ce thème va être au centre des controverses de 1606 à 1609 entre, d'une part, le cardinal Bellarmin et les auteurs scolastiques, et d'autre part, les légistes de Jacques Ier d'Angleterre. Un demi-siècle plus tard, Bossuet affirme lui aussi que tout pouvoir vient de Dieu, mais alors que les théologiens scolastiques ajoutent que la délégation du pouvoir au souverain se fait par le peuple, le gallican Bossuet, théoricien de l'absolutisme, n'admet aucune délégation. Pour lui, comme pour les légistes de Jacques Ier d'Angleterre, le peuple ne saurait transmettre ce qu'il n'a pas. Il a d'abord été donné au peuple, dépositaire initial du pouvoir, qu'il a ensuite remis entre les mains d'un individu pour des raisons de circonstances historiques. Et ce transfert indirect a été reconnu de façon tacite ou expresse par la communauté qui constitue seule le porteur juridico-naturel de la souveraineté. Alors, point capital et légitime, selon eux, non pas la seule autorité en place, mais l'autorité qui ne perd jamais de vue sa mission, l'obtention du bien commun et le respect de la dignité humaine. Ce qui fait dire aux Donoso Cortés catholiques, traditionnalistes, de 1852, ça c'est la troisième étape qu'on verra plus tard, monarchistes convaincus, comme l'était par ailleurs saint Thomas d'Aquin, Vittoria, Suarez, Balmes et les principaux auteurs scolastiques hispaniques, tous adversaires de l'absolutisme. Je ne condamne aucune des diverses institutions connues dans l'histoire, dès qu'elles reçoivent, bien entendu, l'animation de la vérité catholique. Et début 1843, Donoso rédige un mémoire sur l'histoire de la régence de Marie-Christine. Et ce texte est une pièce maîtresse qui permet de mieux comprendre l'origine de la monarchie libérale espagnole. Il sert aussi à apprécier l'évolution idéologique de Donoso. Donoso ne défend plus la monarchie qui repose essentiellement sur les classes moyennes, mais celle qui est en charge des intérêts de tous, des intérêts collectifs. Il n'y a, selon lui, d'autres formes du gouvernement possibles que celle qui réunit les trois principes historiquement constitutifs de la nation espagnole: monarchique, religieux et démocratique. Esprit éclectique, il pense encore évidemment en libéral et il souhaite fondre ce qui est opposé, concilier l'inconciliable. Comment voulez-vous concilier les éléments monarchiques, religieux et démocratiques? Il ne faut surtout pas accorder de crédit aux traditionalistes carlistes qui prétendent que le trône d'Isabelle repose en réalité sur les baïonnettes révolutionnaires. Mais déjà, Donoso Cortés n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant, homme de son siècle, porte-parole de la société dans laquelle il vit. Il se sent déjà décalé, hors de son temps, prêt à accepter l'incompréhension et l'hostilité dont il sera désormais l'objet.
On peut lire dans l'histoire de la Régence: « Je ne me cache pas que les doctrines que je professe dans les matières politiques, religieuses et morales, à force d'être anciennes, deviennent nouvelles et étrangères aux yeux des gens. Je n'ignore pas que la génération actuelle, nourrie au sein de la Révolution, affirme tout ce que je nie et nie tout ce que j'affirme. Je sais qu'elle admet et proclame comme une chose hors de doute le principe de la perfectibilité indéfinie de la société et de l'homme, quand je tiens pour vérité que l'humanité est identique à elle-même dans toute la continuité des temps. Je sais même davantage. Je sais que les idées que je me propose de combattre, comme fausses, dangereuses ou absurdes, ont le vent en poupe et triomphent de tous les obstacles. Mais son devoir, dit-il, est de proclamer la vérité, quelles que soient les circonstances. Et Donoso va rejeter désormais l'évangile de l'optimisme social. Il sait et il proclame fermement la force théologale de l'espérance. Je le cite: « Le triomphe des idées que je proclame est impossible, absolument impossible dans les temps que nous vivons. Mais il convient de préparer la voie pour qu'elle puisse prédominer dans des temps plus favorables. Le triomphe de l'erreur peut être long et désastreux, mais il n'est jamais définitif et il n'est jamais éternel. La lumière de la vérité peut souffrir des éclipses et ceux qui la proclament souffrir tribulation ou le martyre, mais la véritable fille de Dieu est reine de la terre et du monde. Regardons-la fixement avec les yeux d'espérance. » Ça, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. En octobre 1843, au lendemain de la chute d'Espartero, Donoso retourne à Madrid. Et il se replonge dans l'activité parlementaire. Il poursuit ses collaborations dans la presse et il participe à la rédaction de l'Encyclopédie espagnole publiée en 1844. Il est comblé d'honneur et de prestige. Député au Cortés pour Badajoz, il prononce alors un discours au Parlement à l'occasion de la déclaration de la majorité d'Isabelle II. En 1844, il est nommé ministre plénipotentiaire et secrétaire personnel de la reine. Décoré de la Grande Croix d'Isabelle la catholique pour service rendu à la couronne, il reçoit du gouvernement français les insignes du grand officier de la Légion d'honneur, 1843. Et puis enfin, en 1845, à l'occasion du mariage d'Isabelle II, il devient membre du Conseil royal et se voit concéder les titres de marquis de Valdegamas et de vicomte del Valle. Le 3 mai 1845, le maréchal Narvaez est nommé président du Conseil. Et au cours des 2 années de son premier gouvernement, les fondements de la décennie libérale modérée sont posés. Les Cortés sont chargés de modifier la Constitution de 1837. Alors, secrétaire de la commission de réforme constitutionnelle, Donoso prononce un discours devant le Congrès le 16 novembre. Et il cherche à consolider l'État et à garantir la stabilité des relations avec l'Église. Partisan du choix des sénateurs par le roi, il s'oppose au principe de la nomination héréditaire, lui qui, hier, considérait les aristocrates légitimes de l'intelligence comme le fondement
du meilleur des régimes, il défend désormais cette monarchie catholique, populaire et démocratique. Le parti modéré, écrit-il, dit-il, le parti modéré a méconnu l'importance d'un élément puissant en Espagne, l'importance de la démocratie. Il ne l'a jamais connue, alors qu'il a connu mieux que d'autres l'importance d'un facteur essentiel, l'importance de la liberté. C'est dire, messieurs, qu'il a méconnu l'importance d'un élément espagnol, fondamentalement espagnol, ce qui a été son défaut, alors que sa qualité a été d'accueillir un principe éminemment européen qui est celui de la liberté. À l'inverse, le parti exalté ou progressiste, dit-il, ne représente aucun principe de la civilisation européenne parce qu'il ne la connaît pas. Il ne connaît pas le principe de la liberté et il ne le représente pas en Espagne. Le parti exalté ne connaît pas les fondements profonds de la monarchie espagnole et regarde avec dédain la splendeur de l'Église, c'est-à-dire qu'il ne représente rien, ni la civilisation européenne, ni la civilisation espagnole. Donc, Donoso ne défend ni l'aristocratie de l'intelligence, ni l'aristocratie héréditaire. Et il s'en explique. Ne croyez pas, messieurs, que je sois l'ennemi de l'aristocratie. C'est le contraire qui est vrai et je dois le confesser. Le spectacle de cette décadence générale, de cette décadence simultanée de toutes les aristocraties, m'attriste profondément, comme m'attriste la disparition de toutes les grandes institutions qui ont laissé une marque profonde dans l'histoire. J'admire le Sénat romain, cette aristocratie dominatrice et orgueilleuse qui a eu le monde pour sujet. J'admire le patriarcat anglais, cette aristocratie énergique qui, là où elle pose son regard, fonde un empire. Mais il y a une chose que j'aime davantage, que j'admire plus que l'aristocratie, c'est l'humanité. Et l'humanité est mieux représentée par la démocratie que par l'aristocratie. Alors, qu'est-ce qu'il entend par monarchie démocratique? Voici la réponse. Quand je parle de gouvernement démocratique, je ne parle pas de la monarchie de la tourbe, excusez-moi, de la foule, la tourba. La monarchie démocratique est celle dans laquelle prévalent les intérêts communs sur les intérêts privilégiés, les intérêts généraux sur les intérêts aristocratiques. Voilà ce qu'est la monarchie démocratique. Et depuis la loi de désamortissement des biens de l'Église par Mendizábal, les relations entre l'Église et l'État sont tendues. Mais le projet de constitution de 1845 prévoit de subvenir aux besoins du culte et du clergé. Et Donoso défend sans ambiguïté l'indépendance absolue de l'Église en matière spirituelle. Il évolue lentement vers des positions antilibérales, mais il manifeste encore des positions éclectiques comme celles que nous venons d'entendre. Conjuguer les principes libéraux avec le respect de l'Église catholique et du pape demeure pour lui encore l'essentiel. Évidemment, conception utopique. Ce qui distingue les hommes impartiaux, écrit-il, c'est une certaine répugnance instinctive à tirer les ultimes conséquences de leurs principes et à porter les choses à leurs ultimes extrêmes.
Donc l'esprit de transaction et la prudence demeurent, à ses yeux, la sagesse des hommes. À la fin des années 1840, la question du mariage de la reine Isabelle est au centre des préoccupations nationales. Elle a aussi une dimension européenne, dans la mesure où le choix de la nationalité du candidat peut rompre l'équilibre des puissances. La reine-mère souhaite que le prétendant soit français. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, est un temps pressenti, mais les Anglais s'y opposent farouchement. Une autre solution que préconise entre autres Balmès, le théologien et le philosophe catalan, Jacques Balmès, c'est que le prétendant soit carliste. Le comte de Montemolin, cousin d'Isabelle, Charles VI pour les carlistes, afin de refermer définitivement les blessures de la guerre civile. Alors, nous verrons la suite la prochaine fois. Je termine simplement par un petit aperçu de Jacques Balmès, Jaime Balmès, qui est né en 1810, mort en 1848. Il était philosophe, théologien, sociologue, néoscolastique, il est spécialiste de saint Thomas, et il a été qualifié par Pie XII de prince de l'apologétique moderne. Ses œuvres les plus connues sont le protestantisme, comparé au catholicisme dans ses relations avec la civilisation européenne, le critère, en 1845, lettre à un sceptique en matière de religion, 1846, philosophie fondamentale et art d'arriver au vrai, philosophie pratique, et enfin, la religion démontrée à la portée des enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.